Bonjour, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque j'ai eu pas mal de questions concernant les logiciels que j'utilisais. Donc je me suis dit eh bien que j'allais faire un petit tour de ce que j'utilise. Donc voilà, j'ai plein de petits logiciels. Je vais vous présenter ce que j'utilise. Ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs, mais ce sont mes logiciels, certains que j'utilise depuis très très longtemps, qui m'ont suivi tout au long des changements de machine. Bien évidemment, il faut un Windows 11 bien, activé. Pour cela, j'ai le site kissfan.com qui a voulu sponsoriser cette vidéo. Vous pouvez voir que ce site a, sur 2189 avis, une note de 4,8, ce qui est très bon. Alors sur ce site, on peut trouver quoi? On trouve des clés pour Microsoft, pour Mac. Alors nous, ce qui va surtout nous intéresser, ce sont les clés Microsoft. Vous pouvez avoir une clé Windows Pro pour 13 euros. On a aussi Office 21 par exemple, vous payez ça seulement 31 euros. Moi j'ai toujours acheté ce type de clé, que ce soit pour Windows ou que ce soit pour Office, et je n'ai jamais eu le moindre problème. Alors comment ça marche? C'est très simple, on achète, on ajoute ça à son panier, on va dans le panier, on n'oublie pas de mettre le code de réduction, voilà, 13008. Après on paye et vous recevrez dans les quelques minutes qui suivent la clé directement sur votre email. Si vous avez le moindre problème, vous récupérez l'email qui est ici et vous leur envoyez un petit message pour avoir de l'aide. Voilà, et encore merci à KissFan pour leur confiance. On va commencer par le gros logiciel de cette sélection, et je parle de Fusion 360. Donc Fusion 360, c'est un logiciel qui est très 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 important pour moi, puisque, et pour plein d'autres évidemment, il est très très connu. Il permet la création de pièces en 3 dimensions. Il est relativement facile d'accès. C'est un logiciel très très puissant, hein, c'est un logiciel pro qui peut permettre de faire plein plein de choses. Donc personnellement, je n'en utilise qu'une toute petite fraction. Mais il a l'avantage d'être utilisable pour les amateurs, donc on voit ici, avec quelques limitations, mais il est gratuit. Alors, gestion des données pour un seul utilisateur, pour une personne, c'est-à-dire moi, ça ne pose aucun problème. Des importations, exportations limitées, bon, personnellement, ça ne me gêne en tout cas pour l'instant pas. J'ai pas vu de limitation à ce niveau-là. La limitation que l'on voit, c'est celle-ci, 10 documents actifs en même temps. Mais bon, on peut télécharger, on peut utiliser ce logiciel avec ces quelques limitations, mais je vous garantis que c'est des limitations qui ne nous touchent quasiment pas. Donc c'est vraiment très agréable d'avoir accès à un logiciel tel que celui-ci, parce qu'il est vraiment très facile d'accès, on peut faire très facilement des pièces, et alors avec objectif derrière évidemment, c'est de les imprimer. Donc en général, ça ne concerne que les gens qui ont une imprimante 3D derrière. Donc voici le logiciel. Alors, loin de moi l'envie de vous faire une démonstration parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais juste pour vous montrer un petit peu la limitation. C'est quand même le logiciel de cette sélection, hein, le gros, gros logiciel, donc je vais m'attarder peut-être un petit peu plus longtemps. Donc là, on voit les limitations. Donc vous voyez qu'il y a des fichiers ici, c'est ma banque de données, hein, qui est en mémoire, chez Autodesk en réalité. Et donc tous les logiciels, enfin tous les fichiers, pardon, ne sont pas modifiables. On peut en modifier que 10. Donc là, il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et encore un dernier certainement en dessous. Bon, celui-ci est modifiable. Donc celui-là, je peux faire des modifications et le sauvegarder. Mais par contre, si j'en prends un, par exemple celui-ci, où je vois qu'il est seulement en lecture seule, voilà, euh, je peux faire une modification, bien évidemment, mais je ne peux pas la sauvegarder. Si je demande de la sauvegarder, on voit que c'est grisé, je ne peux pas. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'il suffit de faire si on veut modifier une pièce qui est dans notre base de données ou créer une nouvelle pièce? Il suffit de rendre non modifiable. Donc, on prend celui-ci, regardez, j'écris lecture seule, toc, et voilà, ce fichier-là devient maintenant modifiable. Donc, a priori, je devrais pouvoir le sauvegarder. Donc là, je peux le passer en modifiable. Voilà. Donc, il suffit de jouer un petit peu avec ces paramètres, modifiables, pas modifiables, et en réalité, on peut utiliser quasiment Fusion 360 tout à fait normalement. Alors, il y a quelques autres limitations, mais franchement, moi, ça me touche pas. Pour ce que je fais, c'est largement suffisant. Donc, voilà. Alors, Fusion 360, c'est un logiciel qui, à partir de faces, voilà, on définit une face, on crée une forme sur une face, donc un carré, un cercle, voilà. Et à partir de là, on est capable d'en tirer un solide. Donc, par exemple, je vais sélectionner cette face-là et hop, je vais l'extruder.
et je viens de créer une face, enfin un solide. Donc c'est extrêmement simple. Donc on ajoute des formes ou on en enlève. Donc là, par exemple, je peux éventuellement très simplement donc créer ici une face sur laquelle je vais créer un cercle. Voilà. Et maintenant, je vais faire un trou. Donc je sélectionne le cercle. Et au lieu d'aller vers le haut, ce qui va ajouter une forme, eh bien, je vais aller vers le dessous et je vais faire un trou. Voilà, donc c'est extrêmement facile de faire des formes avec Fusion 360, qui permet évidemment de faire plein de choses. Et derrière, eh bien évidemment, l'objectif, eh bien, c'est de pouvoir imprimer. Donc on sélectionne sa pièce et automatiquement, il va ouvrir. Pour moi, ce sera Cura. Donc voilà, automatiquement, Fusion 360 m'a lancé Cura et m'a mis ma pièce. Donc là, on est dans un logiciel qui permet de trancher les pièces de haut en bas par, par tranche de 0,2 mm, 0,1 mm en fonction de la qualité que l'on veut imprimer. Là, par exemple, je tranche tous les 0,2 mm. Donc je peux laisser la pièce comme ça. On découpe. Voilà, la pièce est découpée. On peut avoir un aperçu de toutes les coupes. Ça permet de voir un petit peu ce que va faire l'imprimante. Voilà, donc là, on voit que le trou, voilà. Donc elle a tranché, le logiciel a tranché la pièce. Normalement, on n'a plus qu'à envoyer ça dans l'imprimante 3D et automatiquement, eh bien, ça va nous créer cette pièce. Donc personnellement, c'est Cura. J'ai toujours utilisé celui-ci, je ne veux pas en changer. Encore une fois, pour ce que je fais, ça me suffit largement. Donc là, on a une association qui va très bien ensemble, hein, Fusion 360 et Ultimaker Cura. L'avantage en plus, c'est qu'on peut avoir plusieurs imprimantes, ce qui est mon cas. Donc on change d'imprimante, automatiquement, il change les paramètres. Au logiciel très simple à utiliser, là encore, vous avez vu, j'ai tranché tout à fait simplement. C'est quelque chose de très simple. On peut bien évidemment trancher autrement. Par exemple, cette pièce-là, elle ne serait jamais tranchée dans ce sens-là parce que là, ça ferait du fil qui serait dans le vide. Donc l'impression serait peut-être pas terrible, surtout que mon trou elle est relativement gros. Donc ici, par exemple, ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est la placer dans ce sens-là. Voilà, on découpe et on peut voir l'aperçu. Voilà. Donc logiciel, là encore, très simple à utiliser, mais capital hein, pour quelqu'un qui a une imprimante 3D. Donc une fois que la pièce a été créée, a été tranchée, et ensuite apporter le fichier sur l'imprimante. Alors il y a une autre façon de le faire, c'est d'utiliser un logiciel qui s'appelle Octoprint, qui fonctionne sur pas mal d'imprimantes, qui a plusieurs avantages, mais le plus important, eh bien, c'est de pouvoir surveiller son imprimante à distance. Parce que là, alors là, mon imprimante n'est pas branchée, donc on ne le verra pas, mais on peut se connecter à l'imprimante via USB. Et on peut envoyer le fichier. Vous voyez il y a des exemples de fichiers ici qui sont en mémoire. On peut envoyer le fichier qu'on a créé avec Ultimaker Cura, le mettre ici et l'envoyer dans l'imprimante, qui va donc se mettre en chauffe et qui va se mettre au travail. Et là, on peut surveiller le travail de l'imprimante. Donc il y a différents menus. Ici, vous pouvez avoir une webcam qui me permet de voir exactement ce qui se passe. C'est vraiment très pratique. Voilà, ici, on verrait l'évolution du travail de l'imprimante. Donc là, bien évidemment, il n'y a rien. On peut faire des time-lapse. Enfin, il y a énormément de choses. Mais le plus important ici, c'est de vraiment pouvoir surveiller le travail de l'imprimante à distance. Donc avec en plus une webcam. Voilà, donc là, j'ai fait le tour un petit peu des logiciels concernant l'impression 3D. Je pense que c'est vraiment les trois logiciels qui sont très utilisés. Moi, je les utilise. Alors là, Octoprint, j'utilise une ancienne version parce que j'ai voulu faire des time-lapse et c'était pas tout à fait compatible. Bref, donc voilà, je suis revenu un petit peu en arrière. Mais là, je pense que je vais mettre à jour. Mais voilà, 3 logiciels vraiment très importants, donc Octoprint, Fusion 360 et Cura. Alors là, je voulais vous présenter un logiciel assez peu connu. C'est un logiciel fait par Microsoft en plus, donc il s'appelle Disk2 VHD. Donc ce petit logiciel, qu'est-ce qu'il fait? Donc en fait, il fait une sauvegarde du PC, mais sous forme de machine virtuelle. C'est-à-dire qu'après, on peut aller dans la machine virtuelle pour se balader dans son PC. Alors ça peut être, intéressant pour, différentes raisons. Bah, par exemple, vous avez votre PC qui plante, vous n'accédez plus à vos fichiers,
Vous récupérez votre machine virtuelle et vous pouvez aller vous balader dans votre PC. Autre exemple, vous aviez de vieux logiciels qui ne fonctionnent que sous certains Windows. Eh bien, vous les gardez comme ça et vous y accédez très facilement. Parce qu'en fait, il existe des logiciels qui font des sauvegardes. Je pense notamment à celui-ci, Acronis Fruimage, qui fait des sauvegardes. Mais le problème, c'est que si votre PC plante et que vous voulez les récupérer à la sauvegarde, vous pouvez vous balader sur vous balader sur votre sauvegarde, mais comme les logiciels ne sont pas actifs, par exemple, si je veux récupérer un message que j'ai envoyé via Outlook, eh bien, j'ai pas 50 moyens, il faut que la session soit lancée. Or, si votre PC plante, vous n'y accédez pas, la seule façon, c'est en fait de réinstaller les sauvegardes sur un PC. Seulement, si votre PC il est mort, que vous changez de machine, il y a de grandes chances que votre sauvegarde, elle ne fonctionne plus. Et donc, vous n'avez plus accès à vos fichiers à l'intérieur de votre ordinateur. Eh bien là, c'est beaucoup plus simple. Vous faites une sauvegarde et vous y accédez via une machine virtuelle, tout simplement. Je ferai peut-être plus tard une vidéo sur l'utilisation de ce logiciel parce qu'il est petit, mais il a des options qui sont quand même très, 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 très sympathiques. Alors pour continuer sur le même thème, pour la gestion des disques, j'utilise Minitool Partition Wizard Free 12.8. Alors j'ai la 12.8, je ne sais pas si les dernières versions sont vraiment gratuites, celle-là l'est en tout cas. Alors, il fait rien d'extraordinaire, mais il le fait bien, tout fonctionne parfaitement. J'ai jamais eu de problème avec ce logiciel. Donc voilà pour la gestion des disques, ça permet de voir un petit peu les disques installés sur la machine, faire un point rapide, des copies de partitions, des formatages, etc. Il vraiment fonctionne très très bien. Concernant les clés USB, j'utilise Rufus comme plein de personnes. Il permet d'installer Windows par exemple sur une clé USB pour une installation sur un ordinateur. Il permet d'installer Linux sur une clé de la même façon, etc. Bon, là encore, quelque chose de très très simple. On choisit son ISO ici, et puis après, on installe ça sur la clé, formatage, etc. Donc voilà, aucun problème avec ce logiciel, fonctionne parfaitement bien. Logiciel très simple, hein, je vous liste un petit peu tous les logiciels que j'utilise. Lui, j'utilise assez régulièrement. Alors concernant les sauvegardes, j'en parlais tout à l'heure, eh bien, j'ai des licences pour Image 2021. Voilà, j'ai pris 2021 bien parce que les clés sont pas chères et puis c'est largement suffisant pour faire ce que je fais. Ça fonctionne sous Windows 11 sans problème. Et donc je sauvegarde toutes mes partitions sur mon NAS. Là encore, aucun problème. J'ai une sauvegarde. Alors on peut régler la fréquence, on peut tout régler, ça se fait tout à fait simplement. Et là encore, ça fonctionne parfaitement. Alors, dès qu'on commence à toucher un petit peu à la création d'objets connectés, eh bien, on arrive parfois à devoir chercher l'IP de ces appareils. Et donc, je l'ai présenté à plusieurs reprises, mais j'utilise énormément Advanced IP Scanner, qui va scanner tous les appareils sur le réseau. Et donc, quand on vient d'installer un appareil, on va le voir apparaître ici. C'est plutôt pratique. Donc voilà, petit logiciel là encore, mais que j'utilise énormément. Petit logiciel que j'utilise aussi beaucoup, dont j'ai déjà parlé, c'est Petit, qui permet, quand on a un NAS, eh bien, d'y accéder via SSH. Voilà, c'est là encore très pratique. C'est un petit logiciel tout simple, mais voilà, très utile. Alors, il a l'avantage, comme Advanced IP Scanner, de ne pas avoir nécessité forcément une installation. C'est-à-dire que quand je change de machine, j'ai un répertoire où j'ai tous mes logiciels qui ne nécessitent pas d'installation. Et donc, quand je change de machine, je fais tout simplement un copier-coller. Donc là, ces logiciels-là n'ont pas été installés, ils ont été récupérés de mon ancienne machine. Donc là, ça en fait des logiciels encore plus pratiques. Dans la lignée des précédents, je vous présente WinMerge. Là encore, c'est un logiciel qui n'a pas besoin d'installation, qui est un logiciel très simple, mais qui a l'avantage de pouvoir être utilisé surtout avec mon NAS. Moi, je l'utilise avec le NAS parce que quand j'utilise mon NAS, moi, je fais des copies disques entiers. C'est-à-dire que j'ai un disque où il y a toutes mes données qui sont sauvegardées sur un deuxième disque, toujours dans le NAS, entièrement sauvegardé. Et donc, tous les soirs, j'ai la sauvegarde du disque A vers le disque B. On ajoute les nouveautés, mais on n'enlève pas ce qui a été enlevé. Ça a l'avantage, eh bien, si un jour je supprime un truc et que je m'en aperçois qu'une semaine après, eh bien, le logiciel est toujours dans le disque B. Mais quand même, au bout d'un moment, le problème, c'est qu'on va se retrouver avec un disque B qui va être plein
beaucoup plus rapidement que le disque A, puisque le disque A, lui, est nettoyé régulièrement. Genre, quand je supprime un logiciel, bah, il disparaît du disque A, mais reste sur le disque B. Donc j'ai besoin d'enlever les logiciels parfois, de faire un petit nettoyage. Eh bien, lui permet de le faire, parce qu'en fait, voilà, lui, on lui donne un répertoire ici Z, un répertoire ici Y. Vous voyez que c'est vidéo dans les deux. Bah, c'est tout simplement mon disque A et mon disque B. Je lance une comparaison de fichiers. Donc, il va comparer tous les fichiers entre le disque A et le disque B. Et on va voir les fichiers qui sont présents sur l'un et pas sur l'autre, et inversement. Et il va m'avertir, attention, tel logiciel est sur le disque B, mais pas sur le disque A. Auquel cas, eh bien, je les choisis, puis je les supprime. Donc là, je fais un nettoyage. Je fais ça de temps en temps, tous les 4, 5, 6 mois. Très intuitif, vraiment très, très, très simple à utiliser là encore. Alors, parmi les logiciels que j'utilise énormément, eh bien, il y a bien évidemment tous les containers que j'ai sous Open Media Vault, que j'ai sous Docker. Donc, tout ce que j'ai montré jusqu'à présent sur la chaîne, j'ai montré l'installation des containers via Open Media Vault. Mais en réalité, sur mon NAS, qu'on appelle le NAS de production, c'est-à-dire celui que j'utilise vraiment, eh bien, je suis sous Portainer, qui permet de la gestion des containers, comme le fait maintenant Open Media Vault. Mais comme je suis sous Portainer depuis longtemps, je n'ai pas voulu, dans ma machine de production pour l'instant, passer sous Open Media Vault. Mais puisque je m'entraîne tout doucement à utiliser Docker dans Open Media Vault, je pense que je vais transférer tout ça. Mais pour l'instant, j'ai tout ici. Alors, vous voyez que là, on a une présentation qui est une présentation sympa qui permet d'accéder à certains containers qui s'appelle Homepage. Donc là, je ferai une démonstration, enfin, je ferai un petit tuto sur la chaîne sur l'utilisation de tous les containers et notamment celui de Homepage. Voilà, ça donne un accès sympa. Donc je rappelle que moi, sur mon téléphone, j'utilise le VPN pour accéder à mon réseau local, ce qui me permet d'accéder à tous mes containers qui sont ici, et d'autres d'ailleurs, parce que je ne les ai pas encore tous placés. Alors celui dont j'ai pas encore parlé sur la chaîne, c'est AdGuard Home, alors qui est sympa, qui permet de bloquer pas mal de choses dont on n'a pas besoin sur son ordinateur, et notamment les pubs. Alors il ne va pas bloquer toutes les pubs, mais il en bloque un paquet quand même, hein. Je vous laisse regarder, c'est pour une journée ça, hein. Donc c'est énorme. Donc lui, il faudrait que je fasse un tuto bientôt. Open Media Vault, j'en ai déjà parlé. File Browser, j'en ai parlé. Home Assistant, j'en ai parlé. LibreSpeed aussi. Swag, je ne l'utilise quasiment plus puisque je choisis d'avoir mon VPN qui va me servir de protection et qui me permet d'accéder à tout mon réseau local. Il y a moins de protection avec le VPN qu'avec Swag, mais Swag a des limitations, c'est beaucoup plus difficile à installer. Donc je vais l'enlever, supprimer définitivement. Là, je l'utilise quasiment plus. Jellyfin, j'en ai déjà parlé, ça permet d'accéder à tous ces films, que ce soit de l'extérieur ou de chez soi, ça marche parfaitement. Nextcloud, je vais bientôt en parler, c'est un indispensable aussi si on veut se faire un cloud perso. Alors là encore, à partir du moment où on a un VPN, il devient moins intéressant parce que sur son portable, si on a le VPN, on accède donc à son réseau local et donc à son NAS, tout ça tout à fait simplement. Je ferai une vidéo bientôt là-dessus. Et donc Nextcloud devient un petit peu moins intéressant. Il permet quand même de faire des sauvegardes à partir de son téléphone de toutes les photos et vidéos que je fais. Mais là, je suis en train de regarder Image qui fait la même chose en mieux. Donc je pense que Nextcloud, je vais le supprimer et passer à Image. Je suis en train de le tester. Mais Image est vraiment, pour les photos et vidéos, je trouve nettement mieux. Et comme toute la partie cloud, je l'utilise plus pour Nextcloud, je vais certainement l'enlever. VS Code, on peut l'utiliser pour ceux qui veulent l'utiliser, qui programment. Et moi, je vous ai montré qu'on pouvait utiliser FileBroker aussi quand on a besoin d'utiliser, changer les fichiers YAML, là, les YAML de Home Assistant. Eh bien, on peut passer par File Browser plutôt que VS Code qui est plus lourd. Zigbee to MQTT, c'est évidemment un indispensable quand on est avec Home Assistant pour gérer toute la norme Zigbee. Là, j'en ai pas encore parlé, c'est pour la sauvegarde de ses mots de passe, ça c'est important aussi, je vais bientôt faire une vidéo. Alors WordPress, c'est pour mon site, donc je l'utilise que rarement, de temps en temps. C'est pas un indispensable pour un bricoleur, je pense. Donc là, je suis sous Portainer pour montrer un petit peu ce que ça donne en termes de présentation.
Je trouve que par rapport à OpenMediaVault, je trouve ça plus clair, mais peut-être parce que j'ai plus l'habitude de l'utiliser. Donc là, on voit tous les containers que j'ai en production. Donc on retrouve certains dont j'ai déjà parlé. Donc il y a ESP Home, qui est évidemment très important dès qu'on bricole un petit peu les ESP32 par exemple, et qu'on veut se faire des objets connectés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? IO Brooker, donc ça c'était au moment où j'utilisais IO Brooker pour me connecter à mon micro-onduleur sur la batterie. Alors Matter, je suis en train d'essayer de faire fonctionner mes Google Home. Alors évidemment, MQTT, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Nextcloud, Portainer, Swag, Vaultwarden, bon, j'en ai parlé. Le VPN. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait à peu près le tour. Donc il y a énormément de containers. Donc là, je vais bientôt installer Imish, hein, que j'ai déjà testé sur mon autre NAS. Bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais j'ai plusieurs NAS. J'ai ce dont je parlais tout à l'heure, le NAS où il y a un disque A, disque B, déjà une première copie. Mais je me dis que le jour où on me vole ce NAS-là, eh ben, je perds tout. Donc j'ai un autre NAS sur lequel il y a une sauvegarde aussi. Et donc sur chacun des NAS, eh bien, je peux accéder à des containers qui ne sont pas forcément les mêmes, la preuve, hein, puisque je n'ai pas Imish ici. Voilà, on va s'arrêter là. Si vous avez des exemples de logiciels sympas à tester ou qui, d'après vous, pourraient me servir, je suis vraiment preneur parce que il y a des logiciels que je découvre petit à petit et il y en a vraiment qui sont super. Il y en a un que je n'ai pas montré, c'est sous Amazon. Tiens, c'est une chose que j'utilise très très souvent. En tant que bricoleur, on achète souvent des choses sur Amazon, sur AliExpress. Bien sûr, Amazon, il y a une chose que j'utilise depuis longtemps et que tout le monde ne connaît pas, donc je vais me permettre de vous le montrer. Probablement que la plupart des gens le connaissent. Voilà, je suis sous Amazon et le logiciel s'appelle Keepa. Donc c'est une extension qu'on peut rajouter dans Chrome. C'est Keepa. Et, euh, et voilà ce qu'elle fait, cette extension. Donc quand on choisit un objet, eh bien en bas, automatiquement, vous voyez Keepa était écrit, vous avez l'évolution du prix. Donc on peut l'avoir sur 3 mois, on peut l'avoir sur un an, depuis le début même. Donc c'est très intéressant parce que ça permet de ne pas se faire arnaquer, parce qu'il y a très régulièrement des prix qui sont barrés, mais en réalité, la baisse de prix est constante, voire même peut être meilleure parfois. Donc là, je suis tombé sur ce petit PC. Eh bien, actuellement, il est à 247 euros. 247,50 €. On voit qu'il a été peut-être un petit peu moins cher. Oui, alors là, c'est particulier parce que c'est de l'occasion. Je vais prendre autre chose. Euh, bon, prenons ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Voilà, donc là, l'évolution du prix, elle est nette. Donc là, on est à 115,99 €. Donc là, on est ici. Donc clairement, on est dans la période où c'est intéressant d'acheter. On imagine être le 16, le 6 décembre, où là, le prix était à 150. La personne qui l'achète à 150 euros, alors qu'elle était à 115, 116 quelques jours avant, c'est rageant quand même. Eh bien, là, on a l'évolution du prix. Donc, on sait que si on est à 150, eh bien, on va l'avoir en attendant un petit peu, on va l'avoir nettement moins cher. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Je l'utilise absolument tout le temps pour surveiller l'évolution des prix. Voilà, très très intéressant. Donc Keepa, vous l'avez ici. Et donc il faut aller dans les extensions. J'imagine que dans Mozilla ou autre, on peut l'installer. C'est vraiment très très bien. Et peut-être qu'il y a d'autres logiciels qui font la même chose d'ailleurs. Voilà, donc là je vais m'arrêter là, mais je suis vraiment preneur de logiciels que vous connaissez et qui seraient un petit peu dans l'esprit que ce que je viens de vous montrer. Voilà, je vous dis ciao, on se revoit vite pour une nouvelle vidéo. Bon week-end.